Arriver maintenant, on va en venir maintenant à l'actualité française et c'est la raison de votre présence d'ailleurs mon cher Édouard Martin. Je rappelle que vous êtes un visage que l'on a découvert depuis quelques semaines maintenant puisque vous menez, vous incarnez presque physiquement j'allais dire ce combat de Florange et c'est aussi un combat qui a été incarné par un homme qui lui est ministre et qui est Arnaud Montebourg. Après le désaveu qu'il a subi dans le dossier Florange, Arnaud Montebourg fait le dos rond pour l'instant. Il reste au gouvernement et les sondages d'ailleurs, c'est assez étonnant, commencent à flatter sa capacité de résistance. Combien de temps Arnaud Montebourg peut-il continuer à la fois à défendre ses idées et à rester ministre? Voici l'enquête de Thibault Nolte. Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, Monsieur Montebourg nous disait « Nous avons un repreneur crédible ». Vendredi, vous le désavouez et vous l'humiliez publiquement. Montebourg humilié, Montebourg martyrisé, mais Montebourg plébiscité. Depuis qu'il a menacé de nationaliser le site de Florange, la cote de popularité du MRP, le ministre du redressement productif, grimpe de 9 places. Surprise, la hausse vient principalement de la droite. Dans la vie, il y a les résistants et il y a les collabos. Donc vous le classez dans les résistants? Bien sûr, mais un résistant, il ne peut pas être à Vichy en même temps qu'à Londres. Depuis 6 mois au gouvernement, le De Gaulle de l'industrie française continue à bombarder le protectionnisme, l'ultralibéralisme, la finance et la mondialisation. C'est sur notre ruine que l'Allemagne fait sa fortune. Il y a une concurrence déloyale et une mondialisation scandaleusement déloyale. La Chine elle-même met à genoux tous les pays européens. Montebourg sait où est l'accélérateur, il ne sait pas où est le frein. Pourtant, Speedy Montebourg a déjà gagné ses galons de soldat de l'emploi français alors qu'il n'a remporté que peu de batailles. Coup de chance ou stratégie de premier plan? Quand on est sous la pression des événements comme ça, il n'y a que des journalistes qui souvent pensent que tout est calculé jusqu'au millimètre par les acteurs. Ça n'est pas vrai, c'est beaucoup plus artisanal que ça. Artisanal, pas pour tout le monde. On soupçonne même Arnaud Montebourg de téléguider le patron de la CFDT à Florange, Édouard Martin. Je ne sais pas s'il l'a mis dans sa poche, mais en tout cas, ils sont sur une ligne très voisine et il y a une espèce de jeu de rôle là, face à Mittal. Il y avait la fameuse scène des croissants où il est venu apporter le petit déjeuner aux manifestants. C'est un petit peu le même genre de scène que la marinière Made in France. En termes de communication, c'est plutôt bien fait. Plus proche de la gauche castagne de Mélenchon que de la gauche molle de François Hollande, Arnaud Montebourg n'a pas peur des patrons, mais pourrait faire peur à ses patrons. Car d'après Lakshmi Mittal, la nationalisation de Florange n'aurait jamais été une option sérieuse pour le président. Alors pourquoi donne-t-il un os à ronger à son flamboyant ministre? C'est un résidu des primaires socialistes, qui avaient beaucoup de vertus mais qui ont quelques défauts. C'est que Arnaud Montebourg, il pèse 17%. Il n'est pas ministre de quelque chose, il pèse 17% dans le système. D'ailleurs, monsieur 17% ne se prive plus de dire à la presse tout on ce qu'il pense tout off. Florange, je laisse Héros s'en débrouiller, c'est son dossier maintenant. Le socialisme a été colonisé par le réganisme, on a eu le blairisme, le zapatérisme, il faut en finir. Le chantre du montebourisme, avec sa gouaille et son couteau, a-t-il les épaules pour s'imposer? C'est certainement l'un des hommes forts du gouvernement. Le gouvernement actuel n'a aucun homme fort. Il n'a que des hommes faibles. Fort, pas fort, qui vivra verra, ou plutôt... On dit une chose dans ma famille et dans mon pays, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Alors, est-ce que c'est la fin de la foire pour Arnaud Montebourg? Juste un mot pour commencer d'ailleurs, Édouard Martin. Je rappelle que voilà, vous avez mené, vous continuez d'ailleurs de mener ce combat syndical à Florange. Quelles sont vos relations avec Arnaud Montebourg? Alors, une question là, monsieur Anglais, il est payé pour raconter autant de conneries comme ça ou c'est gratos là quoi? Qu'est-ce qu'il dit quand il dit que je serais manipulé par Arnaud Montebourg, mais attends, c'est un fantasme journalistique extraordinaire. Moi, je suis manipulé par personne, sinon mené par la conviction que j'ai avec mes collègues que cette usine, il faut la sauver parce qu'elle a du sens, elle est rentable et qu'il est hors de question qu'elle tombe entre les mains du multinational. Vous vous rendez compte de la bataille qu'on vient de mener là? Les intérêts du multinational l'ont emporté sur les intérêts d'un pays. C'est extraordinaire. Et, enfin, une bonne partie de la France applaudit. C'est fou, quoi. Alors, Édouard Martin, comment s'est passé ce combat avec Arnaud Montebourg, comme je vous le disais? Est-ce qu'il a été un allié pour vous? Oui, moi je tiens à lui rendre hommage, en tout cas sur Florange. Moi, je ne le connais pas suffisamment pour... et je ne suis pas un analyste politique pour les autres dossiers. Sur Florange, on peut dire qu'il a mouillé la chemise. Et pour une fois qu'on a un ministre qui fait le boulot, on va quand même pas l'engueuler, quoi. Vous y avez cru à la nationalisation parce que c'était la grande proposition. C'était la seule solution possible.
Nous, ce qu'on voulait, c'est d'essayer d'expliquer à la terre entière et surtout au gouvernement qu'avec Mittal, nous sommes en danger. Et le danger est toujours là. Ça fait... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, il vous a dit, j'imagine... Moi, je ne suis pas gouvernement. Non, mais d'accord, mais enfin, vous l'avez appris comme toute la France. Moi, j'ai pris une claque dans les dents le 30 au soir, quand j'ai entendu Hérault s'exprimer, effectivement. Mais je pense comme beaucoup de Français, et en tout cas comme tous les Florangeois. Ouais. Joseph Massescaron, je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef même à Marianne. C'est une drôle de position pour Arnaud Montebourg. On va revenir sur Édouard Martin dans un instant, mais pour Arnaud Montebourg, c'est quand même une drôle de position. Quasiment publiquement, il se fait désavouer. Il reste au gouvernement. Comment ça marche, ça? Comment ça peut tenir? Paradoxalement, il est dans une situation extrêmement confortable. Allons bon. Pour deux raisons. La première, c'est que commence à apparaître un certain nombre d'éléments du dossier qu'on ne connaissait pas et qui lui donnent raison. Et ça, peut-être que vous allez en parler, peut-être que Clémentine va en parler. C'est le fameux rapport que la CFDT a publié, c'est le fameux rapport, dans lequel on dit que c'est le rapport de la direction. De la direction, c'est Mittal lui-même rendu public par la CFDT, qui reconnaît la haute compétitivité justement des fourneaux, mais qui reconnaît que ce sont les plus compétitifs dans l'Europe. Pour l'ensemble européen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième aussi, c'est... Le coût de la nationalisation. C'est le coût de la nationalisation. On avait dit 1 milliard. Oui. C'est un chiffre qu'on a entendu pendant plusieurs jours. Voilà, Jean-Marc Ayrault avait dit 1 milliard. En fait, son cabinet, la note qui lui avait été donnée, c'était de 650 millions. Il a voulu faire monsieur plus de Balzen. Hop, il a donné un coup en plus. Et en fait, c'est 400 millions. Et en fait, c'est 400 millions. Et en fait, c'est 400 millions. Tout est comme ça. C'est-à-dire que voilà un dossier où progressivement, il n'y a pas une semaine où on apprend qu'il y a un élément en plus. Donc, quand même, ça renforce. Et je pense que c'est pas fini. Vous allez voir la semaine prochaine. Je pense que Florange peut être le Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Vous verrez bien. Dites-nous. Ah non, mais nous, on ne sera pas là la semaine prochaine. Non, mais je ne suis pas une question de balancer. C'est que la vérité commence enfin à éclater. Il y a des langues qui se délient, y compris des hauts cadres dirigeants du groupe ArcelorMittal qui sont écœurés de tous les mensonges qui se disent depuis 15 jours et qui ont envie de faire éclater la vérité. Voilà. Enfin, on a lu plutôt l'interview dans le Figaro du patron de En plus, Mittal. il se fout de notre gueule. Ouais, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Attendez, la nationalisation, c'est un bond en arrière. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais la gestion Mittal, c'est retour au Moyen-Âge. Hein. Oui, attendez, il y a juste un deuxième point. Je n'ai pas terminé. Deuxième point qui rend. C'est-à-dire que, en fait, le gouvernement a besoin, c'est-à-dire le gouvernement, l'exécutif, François Hollande a besoin de M. Montebourg. Pourquoi? Parce que François Hollande continue à gérer la France comme il gérait autrefois le Parti socialiste, c'est-à-dire en établissant une motion de synthèse au final. Et pour qu'il établisse une motion de synthèse au final, il faut bien qu'il y ait une partie qui soit quelque chose, un élément roman, M. Montebourg, et un élément sage, entre guillemets, qui est Jean-Marc Ayrault. Geoffroy Didier. Je suis tellement content d'être d'accord avec Joseph Massescaron. Peut-être que ce ne sera pas le cas de toute la soirée. Mais... Vous avez déjà commencé avec Mitterrand, vous filez un mauvais coton. Exactement, c'est ce que je me dis aussi. Moi, j'ai du respect pour Édouard Martin et pour son engagement sincère. J'en ai un peu moins, c'est vrai, pour Arnaud Montebourg, parce que je le trouve... Vos collègues de l'UMP, là-haut, ils disent pas la même chose. Oui, vous savez, à l'UMP, il y a une diversité d'opinions. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est un peu plus maintenant. Ça, vous n'avez pas échappé. Diversité... J'avoue qu'on s'en est rendu compte depuis 3-4 semaines. C'était joliment dit, hein, J'en ai un peu moins pour Arnaud Montebourg, je vous avoue du respect, parce que quand vous avez un ministre dit du redressement productif qui vous explique que ArcelorMittal n'a pas sa place en France, alors qu'ArcelorMittal emploie 20 000 salariés, je me dis que ce soir-là, les 20 000 familles devaient être angoissées et inquiètes. Et qu'en fait, il a voulu montrer ses biscottos dans sa marinière Armor Luxe, là, il a voulu faire de la com, de manière très cynique, et j'ai du respect pour votre engagement à vous, mais j'en ai un peu moins pour celui d'Arnaud Montebourg, parce que je trouve que voilà, c'est un peu cynique et beaucoup de com. Du piège qu'il a tendu, du piège que tentent d'ailleurs beaucoup de multinationales, c'est de dire attention, il y a 20 000 emplois. Est-ce que vous imaginez 2 secondes, on va être sérieux 2 minutes, vous imaginez M. Mittal partir de la France avec les hauts fourneaux sous le bras? Vous savez ce que c'est un haut fourneau? Attendez, je veux dire, c'est... Non, mais je sais ce que c'est 20 000 salariés. Non, mais je sais, mais moi aussi, attendez, j'y travaille. Je sais ce que c'est aussi de nombreux repreneurs qui, demain, si M. Mittal vend l'ensemble de la sidérurgie française, sont acquéreurs. Ils se disent, banco, j'achète. Est-ce que vous savez quand même qu'au niveau du groupe ArcelorMittal, là aussi, un phénomène qu'on ne dénonce pas, Mittal, en France, aujourd'hui, c'est 80% de la production d'acier. Il est en position de monopole. Personne ne le décrit, ça. Ouais. C'est quand même extraordinaire, ça. Mais ça ne contredit pas ce que je vous dis.
admettez quand même que le rôle d'un responsable public, lorsqu'il est ministre de la République, ce n'est pas de dire qu'une entreprise qui a 20 000 salariés... Sur le fond, la nationalisation, ça vous a fait bondir ou pas? Non. Ça ne m'a pas fait bondir. Parce que nous estimons qu'il n'y a pas de tabou et qu'il n'y a pas de débat interdit. Et qu'effectivement, la nationalisation qui était envisagée, elle était temporaire, provisoire et encadrée. Je ne suis pas pour une économie administrée. Mais si jamais, pour sauver des emplois, il fallait passer par là, Angela Merkel va pas être contente avec vous. Débattons-en. Comment? Angela Merkel va pas être contente avec vous. Parce que regardez ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, en France, le mot... Non, mais attendez, elle n'est pas de gauche, que je sache. Elle n'est pas de gauche, Angela Merkel. Non, mais là, ça transcende les clivages partisans. Il s'agit de deux secondes, si vous permettez. Le mot nationalisation est devenu un gros mot en France. C'est une insulte. Et aujourd'hui, le MEDEF, la finance internationale, a gagné. La défaite, entre guillemets, du dossier Florange a fait gagner le MEDEF. Mais que se passe-t-il en Allemagne? Regardez la sidérurgie. Quasiment toute la sidérurgie allemande, il y a des capitaux publics. Quand M. Francis Maire, qui a été ministre, a voulu... 2 secondes, s'il vous plaît. Je termine mon exemple, sinon on y comprendra plus rien. Quand il a voulu fermer Sarstahl, les Allemands ont dit « Hop, tu touches pas à Sarstahl, camarade ». Ils ont mis ça, il est tombé sous le coup de la loi des faillites en Allemagne. Pendant 4 ans, ils n'ont pas payé de charges. Et aujourd'hui, le Land des Sarres est actionnaire de Sarstahl. Personne n'a crié au voleur. C'est exactement la même chose qu'on demande en France. Simplement démontrer qu'un autre modèle économique est possible. Alors justement, est-ce que vous considérez, Geoffroy Didier, que la sidérurgie peut encore être une filière d'avenir? Ça a été ça aussi la grande question autour de Florange. Bien sûr, et c'était le problème de Gandrange aussi, souvenez-vous. Ah ben ça, je m'en souviens, oui. Mais les Français s'en souviennent aussi. Il y a une petite plaque, commémorative à l'un qui a été volée à 5 jours de vos leaders. Du premier tour des élections présidentielles. Oui, mais là, Clémentine Autain, c'est pas nos leaders. Malheureusement, quand il s'agit d'emploi, encore une fois, ça transcende les clivages partisans. Et on voit bien que la gauche a autant de difficultés que la droite pour sauvegarder ses emplois. Mais précisément, je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'agit bien de choix politiques et d'orientation. Étonné. Non, mais c'est pas pour faire du clivage pour faire du clivage. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas embourber le truc. Il y a des solutions. Ceux qui ont embourbé, c'est quand même le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. On n'a rien compris à l'accord et d'ailleurs, vous n'avez pas été associé. Mais je ne vais pas défendre la position du gouvernement, c'est pas le sujet, mais je dis qu'Édouard Martin a raison au moins de poser une question, c'est que dans notre pays, il y a enfin pas que dans notre pays, d'ailleurs à l'échelle internationale. En Allemagne, c'est important de le dire en Allemagne. En Allemagne, en Europe, il y a cette idée que la nationalisation, non mais justement que la nationalisation serait de l'ordre idéologique et donc néfaste. Quand l'ultralibéralisme, qui est quand même malgré tout la politique que vous prenez, eh bien celle-là ne serait pas idéologique. Parce que j'ai absolument pas dit ça. J'ai dit justement que nous n'avions pas de débat interdit et que nous n'avions pas de tabou et que nous étions prêts à réfléchir à toutes les possibilités pour sauvegarder les emplois. Édouard Martin, la presse vous a surnommé le rebelle des hauts fourneaux. Et c'est vrai qu'en quelques semaines, vous êtes devenu une personnalité. Ça, c'est de votre faute, ça. Je suis rebelle depuis que je suis né, moi. C'est vrai. La différence, c'est que maintenant, il y a les caméras. Alors justement, c'est devant les caméras que vous avez poussé ce coup de gueule. C'était le 6 décembre dernier, regardez. On appelle solennellement au président de la République. Et je veux lui dire dans les yeux, Monsieur le Président, souvenez-vous du 24 février 2012. Souvenez-vous ce que vous êtes venu nous dire là. Est-ce que vous êtes tranquille avec votre conscience? Est-ce que vous savez que vous mettez dans le désarroi, dans la misère sociale, toute une région? Vous attendez quoi? Qu'il y ait un malheur ici? Eh bien nous allons être votre malheur si vous ne cessez pas ce mensonge, cette tromperie. Et c'est une promesse. En fait, le mot qui revient le plus dans vos propos et peut-être même dans vos sentiments, c'est le mot trahison. Est-ce que je me trompe? Ben non. Parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu. Parce qu'en gros, vous avez... Attendez, juste pour comprendre. Ouais. Vous avez voté François Hollande. Oui. Vous l'avez soutenu. Attendez. Non, mais attendez, c'est important pour qu'on comprenne, parce que tous les ouvriers votent pas François Hollande. Vous avez été trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. C'est ça aussi. J'ai été trahi par quelqu'un pour qui j'ai voté. Maintenant, si on revient, quand je faisais référence au 24 février, lorsqu'il est venu manger la merguez avec nous. Oui, quand il est monté Il a mangé le merguez avec nous. Parce qu'on a bouffé des merguez depuis 18 mois. J'adore les merguez en temps normal, mais là, il faut plus me parler de merguez, quoi. Simplement, on lui a dit, Monsieur Hollande, si demain vous êtes président de la République, on a dit la même chose à tout le monde. On a dit la même chose à Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il est venu nous voir, etc. On vous jugera aux actes. Et là, les actes sont posés. Donc, on le juge. Simplement, si vous permettez simplement 2 secondes sur l'émotion parce que j'ai entendu des commentaires de certains, franchement, là, il y en a même certains qui ont été dire
que tout ça, ça a été du cinéma. Je ne feins jamais mes émotions. Je ne crois pas qu'il y ait une personne ici qui puisse penser ça. Non, mais je ne parle pas ici. Celui à qui je fais référence se reconnaîtra. C'est qui? Monsieur Apathy. Non, mais c'est mieux de dire les noms. Voilà. Appelons Apathy. Est-ce qu'on peut dire une chose? Est-ce qu'on peut dire une chose de plus? C'est-à-dire que un certain nombre de personnes ont présenté la tragédie qui est en train de s'opérer là-bas, parce que c'est quand même une tragédie pour ces hommes et pour ces femmes, l'ont présenté comme une solution parce que finalement, ces hauts fourneaux n'étaient pas compétitifs et que, bien sûr, une grande entreprise ne pouvait pas se permettre ça. Or, c'est pas ça qui fait fermer. C'est pas ça. Il faut le dire et le réaffirmer avec force. Ce qui fait fermer M. Mittal, c'est l'endettement colossal de son groupe dû à des rachats où son fils a dépensé des sommes faramineuses. Ce sont des achats sur des OPA, sur des entreprises qui elles-mêmes avaient déjà investi. Monsieur Mittal, il investit jamais. Il rachète. Enfin, il est bienvenu. Et c'est dû aujourd'hui. Et Aujourd'hui, il ferme parce qu'il doit rendre des comptes aux banques. Ça, personne ne le dit. C'est quand même important de le souligner. C'est un mauvais calcul. Il ne viendrait jamais à l'idée de fermer aujourd'hui les chiffres. Et c'est à ça que nous allons travailler dans les prochains jours. C'est faire parler les chiffres. Parce que le document que nous avons, nous, sorti la semaine dernière, donc c'est un document qui vient d'un très haut niveau de la direction, c'est ce qui compte surtout. Parce qu'après, j'ai vu la réponse du groupe communiquer, on dit ouais, mais on ne tient pas compte de tous les éléments de calcul. Tout ça, c'est du pipeau. Ce qui compte, c'est le bandeau rouge. C'est écrit malgré l'inconvénient du transport. C'est largement compensé par la performance industrielle du site, la performance industrielle de cet outil-là. Et c'est ça qui est dramatique. Et quand vous dites est-ce qu'il y a encore une place pour la sidérurgie en France et en Europe, simplement quelques chiffres clés. Florange, nous sommes, nous, leaders sur les aciers à très forte valeur ajoutée. J'ai entendu aussi un autre expert, parce qu'il y a beaucoup de sachants dans les 20 heures qui disent « Ouais, mais tout ça, c'est dépassé, il faut passer aux nouvelles technologies, la sidérurgie, ça n'a plus d'avenir. » Ah ouais? Les nouvelles technologies, vous imaginez, vous, assis sur l'autoroute, sur une puce électronique, on fait de la carrosserie automobile pour les grosses berlines, Mercedes, BMW, c'est interdit de faire la pub, je suis désolé, mais toutes les grosses berlines allemandes. Et deuxièmement, en Europe, en vitesse de croisière, l'Europe consomme en moyenne 200 millions de tonnes d'acier. Là, actuellement, les capacités de production sont stabilisées et elles stagnent à 143 millions de tonnes. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura reprise, l'Europe sera obligée d'aller acheter son acier ailleurs. Un mot, Karl. Moi, j'ai une question à te poser, Édouard. On t'a proposé de faire de la politique parce qu'en fait, tu es juste énorme. Il y a eu Xavier Mathieu, tu te souviens de Xavier Mathieu? Les Conti. Les Conti, maintenant il y a toi. Et c'est une sorte de nouvelle race. Et ça fait penser à la fois un peu à 1789. Tu vois, un vrai. Quand tu pleures là, et tu disais je ne faisais pas semblant de pleurer, j'étais vraiment en colère, j'étais vraiment horrifié, écœuré. Il y a eu piégé aussi. Ça passe. Ouais. Il y a eu piégé aussi. Ça passe terriblement fort à la télévision. C'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe après? Quand le combat, pardon Karl, mais quand le combat sera terminé, quelle que soit l'issue? La gare à moi. Parce que quand tous les feux des projecteurs seront éteints, il y a des comptes qui risquent d'être réglés et c'est là où je serai en danger. Dans le magazine du Monde de ce week-end, vous dites que quand les caméras seront parties, la direction de Mittal sortira le dossier qu'elle constitue depuis des années contre moi. Et là, je serai tout seul. Oui, je risque d'être tout seul. Je crois à lire ce que je lis sur Internet, vous ne serez pas trop Qu'est-ce qu'on dit sur Internet? C'est un héros moderne, voilà. Franchement, j'ai pas le sentiment d'être un héros. Je sais pas de la fausse modestie, je suis vraiment désolé. Simplement, c'est le fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chaînes d'information, etc. Mais parce que moi, ça fait 31 ans que je bosse dans cette boîte-là. Des combats, on en a eu, je dirais, quasiment tous les ans. Certes, pas aussi dramatique, mais tous les ans. Sauf qu'à l'époque, les caméras, elles n'étaient pas là, c'est tout. Moi, je le connais depuis plusieurs années et je peux témoigner que c'est une grande gueule depuis longtemps. En tout cas, vraiment, chapeau. Merci d'être avec nous ce soir, Édouard Martin, pour nous parler donc de votre combat qui continue. Alors,